C'est un réel plaisir de vous retrouver dans Excellence Magazine, votre émission qui vous incite à être excellent dans chaque domaine de la vie et au travers de chacune de vos actions posées. Aujourd'hui, sur ces plateaux, je reçois pour vous un acteur politique effacé des médias mais très présent sur le terrain. Il s'agit donc du député national élu de la Django, Ogui Kalonji. Amis téléspectateurs, bienvenue dans Excellence Magazine. Excellence Magazine. Honorable Ogui Kalonji, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va, très à l'aise. Merci. Merci madame. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? Ce qu'on peut retenir de moi, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, un monsieur simple, effacé, calme, pas trop bavard. Voilà ce que j'aimerais qu'on retienne de moi. En termes de vos titres, au-delà d'être député national. Bon, au-delà d'être député national, je suis entrepreneur. J'ai 12 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé en 2002 déjà. Là, c'était à la sortie de l'université. Vous savez, je suis ingénieur en administration réseau, où j'ai obtenu ma licence en Afrique du Sud. Mais bien avant cela, comme les études coûtaient énormément cher, j'avais décidé de faire une formation en service clientèle. Je l'ai fait pendant une année. Cela m'a permis de travailler et payer mes études universitaires. À la sortie vers 2002-2003, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé à créer des structures. J'ai créé une structure qui s'appelait KLZ. KLZ, c'est mon nom, Kalonji. KL et Z, c'était un partenariat que j'avais fait avec une structure sud-africaine, Zanzi Solar. Là, on fonctionnait dans les solaires. Je me suis lancé et j'ai commencé à développer plusieurs projets que j'ai travaillé. Et là, j'étais entre les avions. J'ai essayé quand même de parcourir quelques pays pour développer ce que j'étais en train de faire. Alors, je décide finalement de rentrer au pays. C'était en 2011. Parce que là, j'avais eu un grand marché avec c'était la CENI. Avec la CENI, il y avait un département qu'on appelait groupe technique pour la sécurisation des élections. J'avais eu un grand marché là-bas parce qu'on devrait fournir des panneaux solaires, on devrait fournir beaucoup de choses dans des coins où ils n'avaient pas la possibilité d'avoir du courant. Je suis rentré au pays comme ça, j'ai défendu plusieurs projets. J'ai participé d'ailleurs dans le premier projet où on a lancé Inga 3. Là, je me rappelle encore, c'était sous le DG Mbala. Notre structure avait présenté 9000 MW, alors que dans les temps, les Sud-Africains en présentaient 4500 MW. Mais comme c'était quelque chose de très politique, nous qui avons présenté 9000, on ne pouvait pas prendre le marché. On était obligés de nous orienter sur d'autres sous-marchés comme le transport et tout ça. Et en 2015, je décide de faire le droit, où je le fais à l'UPC. Aujourd'hui, je suis au Collège des hautes études de défense et stratégie. Je suis en train de continuer. Donc voilà, j'ai KLZ, ma structure qui fonctionne. J'ai Elikia Group. Elikia, c'est le nom de ma fille. C'est une structure encore qui évolue. Je me suis lancé dans plusieurs choses. Je me suis lancé dans le pari sportif, où j'ai ramené une société étrangère ici qui s'était implantée. J'ai eu plusieurs employés. Donc, depuis que je suis sorti de l'université, j'ai eu le temps de plus créer qu'aller travailler le travail ailleurs. Au-delà de ça, vous êtes en même temps promoteur d'une fondation qui porte votre nom. Ça, vous ne l'avez pas dit. Bon,
Vous savez, je viens d'un monde privé. Le monde privé, le fétiche, c'est la discrétion. Alors généralement, je n'aime pas trop parler de moi. J'aime que les gens avec qui j'ai collaboré, les gens avec qui nous avons coopéré, nous avons signé plusieurs contrats, j'aime que ces gens parlent de moi. C'est ce qui fait que j'essaye d'être très effacé. C'est vrai que j'ai créé FOCA, c'est une fondation qui porte mon nom. C'était le lendemain de mon élection en tant que député national. Vous savez, une fois élu, les yeux de la population sont braqués sur vous. La population a besoin de voir un retour, une réponse à tout ce que vous avez fait comme promesse pendant la campagne. C'est vrai que certaines de mes promesses pendant la campagne, je les avais déjà résolues dans le privé. Parce que dans le privé, j'ai donné l'emploi. Dans le privé, j'ai fait beaucoup de choses. Dans le monde privé, mais on ne pouvait pas tout de suite identifier que cet emploi, c'est elle qui l'a donné parce que j'essayais vraiment d'être effacé. Donc, j'avais décidé de créer FOCA pour que tout de suite je sois identifié quand je pose mes actions. Donc, ça fait 3 ans depuis que ça existe. Voilà, ça fait 3 ans depuis que ça existe. Mais pourquoi avoir choisi votre nom pour la dénomination de cette fondation? Est-ce que c'est pour de fins électorales ou quoi? Non, ce n'est pas pour de fins électorales, madame. Je vous dis encore que je viens du monde privé. Quand j'étais dans les privés, j'avais une fondation encore, qui existe d'ailleurs encore jusqu'à aujourd'hui, mais qui n'est pas trop liée à moi. La fondation s'appelle CREJ. CREJ est créée depuis 2014 et avec CREJ, j'ai réalisé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Actuellement, bien que Eli de la Tchangou, si vous allez à Pakadjouma, je suis en train d'encadrer plusieurs jeunes filles mères là-bas, plusieurs. Nous sommes en train de faire beaucoup de choses là-bas avec CREJ. Il n'est pas identifié à moi. Avec CREJ, nous avons été, comment on appelle encore là-bas, chez les anciens combattants là. C'est vers Mwanda là, quelque part, là où il y avait des anciens combattants ou des retraités de guerre. Nous avons beaucoup travaillé. J'ai été à Bukavu, j'ai été à Kamina, j'ai été au Maniema. Donc tout ça, vous voyez que j'ai eu à faire beaucoup de choses. Mais comme je tenais à la discrétion, j'étais le genre de personne, quand tu fais quelque chose, les gens ne doivent pas le savoir. C'est comme ça que j'étais effacé. Alors, à ce jour que je suis acteur politique, si tu ne fais pas cela, si tu n'es pas identifié, le peuple dira « Asa el Abissonine, Asa el Arabissonine ». J'étais tout de suite obligé de créer FOCA pour que cela soit identifié à moi. Donc, quelle est la mission de FOCA? Voilà, notre mission consiste à l'autonomisation des jeunes, voilà, en général. Mais nous avons mis un accent très particulier sur les femmes, sur nos jeunes filles mères. Voilà, donc c'est ça notre mission. Puisque vous avez dit que vous avez mis un accent particulier sur les jeunes filles mères, nous sommes au mois de mars dédié à la femme. Comment évaluez-vous la femme de 2021? Non, la femme de 2000, elle est déjà éveillée, madame. La femme de 2021, elle est déjà éveillée. Certes, pas à 100%, parce qu'on aimerait qu'elle soit plus éveillée que ce qu'elle est aujourd'hui. Mais elle est déjà très éveillée. Qu'est-ce qui lui manque? Moi, je vais dire l'engagement. Quelque part sur le chemin, elle se sent encore femme. Hein? Elle se sent encore femme. Vous savez, il arrive des choses où on peut demander à une femme, elle-même te dit non, mais écoute, n'oublie pas que je suis femme. Or, aujourd'hui, on n'a pas besoin qu'elle ait ça en elle. Elle doit vraiment être engagée dans tout ce qu'elle fait. Vous avez parlé de plusieurs structures qui vous appartiennent, mais j'aimerais savoir quelles sont vos ressources financières. Comment faites-vous pour vous départager ça et là? Je suis déjà un manager, je suis né manager.
Peut-être il y a quelque chose que j'ai oublié avant de répondre à votre question. Moi, quand j'ai fini mes études humanitaires, mon tout premier travail, j'avais dit à mes parents, je suis le cadet de ma famille. Sur 10, c'est-à-dire j'ai 9 qui pouvaient prendre soin de moi, y compris mon père. Mais j'avais dit à mon père, j'aimerais voler de mes propres ailes. C'est-à-dire, je dois chercher un travail, je dois payer l'université seul, je dois faire la suite de ma vie seul. Alors, mon tout premier travail, on me payait $30. Et qu'est-ce que je faisais? Je vendais la crème. Vous voyez la crème là? C'est ce que je faisais, c'est ce que je vendais ça. Alors, j'étais très discipliné, j'étais très effacé déjà. Je me battais pour avoir un petit montant seulement d'argent. Avant de me lancer, j'ai eu $500. $500, j'ai dit, bon, je vais aller à Lubumbashi. J'arrive à Lubumbashi, je commence à faire de petits commerces. Et finalement, je me retrouve en Afrique du Sud. L'objectif était d'étudier. Tout est parti de là. Mon premier contact dans les affaires, c'est une dame qui est actionnaire chez Ralph Lauren, Polo. C'est cette dame qui me met en contact avec un juif. Et puis tout était parti de là. Tout était parti de là. Après cela, j'ai eu des contacts très faciles. J'ai presque connecté le monde avec mes contacts. Et c'est comme ça j'ai évolué. Donc, pour répondre à votre question, tout ce que j'ai fait à ce jour, je le fais sur fonds propres. En tout cas, 95% sur fonds propres. Vous ne souhaitez pas avoir de là pour vous soutenir? 5%. Donc, à 95%, je l'ai fait sur fonds propres. Mais le 5% sur le chemin, il y a eu des gens animés de bonne foi qui ont vu ce que je faisais. Ils ont dit que c'était louable. Ils sont à 4. 3 sont de la diaspora et l'autre est ici. Ils m'ont apporté un soutien que je loue beaucoup parce que si même tu as des millions et que quelqu'un t'apporte 10 francs, ça fait du bien. Ils m'ont apporté leur soutien. J'ai essayé de faire quelque chose. Mais après ça, est intervenu l'UNFPA. L'UNFPA, comme c'est que je fais dans le cadre de femmes, ça cadre avec leur thématique. Ils ont dit non, on ne peut pas rester. Nous devons vous accompagner avec leur programme de Kitumaini. Nous devons vous accompagner. Je crois que ça fait 2 mois, 2 mois si j'ai bonne mémoire, que nous venons de conclure un partenariat avec l'UNFPA. Ils sont en train de nous accompagner maintenant. Cela est intervenu après le lancement de ma fondation. J'avais invité la présidente honoraire, si je dois le dire, de l'Assemblée nationale, honorable Janine Mabunda. J'avais invité l'UNFPA, j'avais invité IPAS et bien d'autres organismes. Alors, quand ils ont vu le sérieux dans ce que je faisais, ils ont dit non, nous devons accompagner. Donc, il y a 2 mois seulement que nous venons de conclure un partenariat. Nous sommes en discussion aussi avec IPAS, qui, je crois, dans un futur très proche, on va conclure aussi quelque chose de solide avec eux. Alors, la fondation existe depuis environ 3 ans. Vous avez certainement mené des actions sur terrain. Mais quelles sont les plus grandes actions remarquables et accomplies qui vous ont les plus touché vous-même? Bon, tout ce que j'ai fait, j'ai posé comme action, c'est très remarquable parce que la population en avait besoin. Mais moi, en tant qu'acteur politique, quelque chose qui ne quittera jamais mon cœur, je crois que ça restera gravé peut-être pour l'éternité, c'est que cette population n'avait pas du courant depuis des décennies. Cette population manquait de routes, cette population manquait... donc sur le plan social, la population manquait beaucoup de choses. Alors quand j'arrive, j'ai identifié d'abord 5 priorités. Parce que un bon manager, quand tu arrives quelque part, parmi les premières choses que tu dois faire, c'est identifier les priorités. J'ai trouvé que ma base, la population de la Tchango, a un problème de route, un problème d'eau, de courant, d'énergie. Il n'y a pas d'école,
il n'y a pas d'hôpitaux. Voilà, ça c'est vraiment les 5 priorités que j'avais identifiées. Alors, je me suis impliqué. Je prends l'exemple d'un coin, Terre Jaune. Terre Jaune n'était pas connue. En tout cas, personne ne parlait de Terre Jaune. Mais quand j'arrive, je m'implique. J'ai vu qu'il fallait résoudre ces problèmes de courant. Je me suis impliqué sérieusement, surtout que je suis vice-président de la sous-commission énergie au niveau de l'Assemblée nationale. Et ces choix de la commission étaient stratégiques. C'était pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Je me suis impliqué aujourd'hui, il y a du courant à Terre Jaune et la population est en train de se retrouver. Ce courant a résolu un problème de sécurité. Aujourd'hui, je crois que les taux de l'insécurité a un peu baissé. Nous avons eu aussi à obtenir l'asphaltage de ces tronçons Terre Jaune. Il y a plus de 100 000 habitants là-bas, dans ces coins. C'est un lobbying que nous avons fait pendant plusieurs mois. Au niveau d'abord de la grande commission infrastructure, où je suis membre, nous avions invité le vice-premier ministre des infrastructures, Willing Opos, que je salue en passant. Nous l'avons invité à la commission et souvent, quand nous invitons le ministre dans nos commissions, c'est pour évaluer son secteur. Et dans l'évaluation, j'ai posé les problèmes de la Tchangou. Aujourd'hui, à la Tchangou, j'ai obtenu 2 ou 3 routes. Alors, comme 2 autres routes sont dans le coin où il y a mes collègues, mes amis, ils en ont fait leur fief, je ne pouvais pas aller. Mais au moins, je fais ce plaidoyer-là. Alors, au-delà de ça, il y a la route Terre Jaune, qui est mon fief électoral d'ailleurs. Cette route, pour cette population, elle est plus qu'importante. Je crois que si tout va bien, dans pas longtemps, on va devoir commencer le travaux. Mais déjà, les engins sont déjà sur place. Je pense que ça, c'est quelque chose qui a marqué ma vie politique. Mais comment vous vous êtes senti après l'avoir vu? Très heureux, madame. Vous savez, quand vous accomplissez un rêve, vous êtes très heureux. Surtout quand je vois les mamans sourire, quand je sens les mamans dire que nous avons résolu un problème qui les tenait à cœur, je ne peux qu'être content. N'est-ce pas que ça vous pousse encore à beaucoup travailler pour... Exactement. Chaque fois que nous faisons un pas nous pousse à faire 2 pas. 2 pas à faire 3 pas. Je pense que c'était d'abord cette aventure. Dieu merci parce que l'aventure a réussi. Aujourd'hui, mon rêve devient réalité. Et puis, on va essayer de faire plus que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Puisqu'on parle toujours de la fondation FOCA, ne voyez pas que ce soit une fondation de plus, puisqu'on en compte plusieurs ici à Kinshasa, pour ne pas dire en République démocratique du Congo? Pas du tout. Ce n'est pas une fondation de plus, madame, parce que si elle était une fondation de plus, cette population n'attendrait rien de moi. Mais aujourd'hui, ils attendent beaucoup de FOCA. En fait, j'avais voulu structurer les choses parce que moi, individu, je ne peux pas tout faire. Or, en créant cette fondation, j'ai donné du travail à certaines personnes. En créant cette fondation, j'ai créé plusieurs ouvertures à d'autres personnes. Aujourd'hui, grâce à FOCA, j'ai trouvé du travail dans des sociétés pour les membres de FOCA. Donc, si c'était une fondation de plus, on ne pouvait pas réaliser tout cela et ces gens-là ne pouvaient pas venir vers nous. C'est-à-dire le besoin existe encore et nous devons en avoir encore autant. Mais pourquoi on devrait avoir un regard particulier sur FOCA? Déjà, FOCA essaye de faire mieux. Je crois 3 ans. Quand on regarde 3 ans, on regarde ce que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui. C'est quelque chose de louable. Je pense que FOCA mérite un regard très particulier. C'est parce que c'est un résultat d'un bon travail.
Alors, vous êtes député national. Comment évaluez-vous la situation sociale de la population congolaise en général, de Kinshasa en particulier, mais aussi de la Tchad qui est votre fief électoral, c'est faut dire, district? Pas très bonne. Je pense que ma réponse sera très directe. Pas très bonne. La population souffre en général. C'est une des raisons pour lesquelles moi j'aime pas le média. Je me permets à aller vers cette population, comprendre le vrai problème. La population souffre. Mais dans cette souffrance, la population n'attend même pas beaucoup de politique. La population cherche à bien manger, à bien dormir, à avoir du courant, à avoir accès à l'eau. C'est tout ce que la population attend de nous. Mais aujourd'hui, nous politiques, nous avons politisé le pays. Tout c'est de la politique. On oublie que c'est cette population qui nous a envoyés là. Moi, je ne suis pas satisfait de ces conditions-là. Je n'aimerais pas parler d'une particularité de la Tchad parce que je suis congolais. Si je parle du Congo, ça me fait du bien. La population souffre. J'ai eu la chance de voyager un peu dans des coins reculés. Allez-y là-bas, vous n'aurez peut-être pas le courage de manger au retour. Vous verrez les gens en train j'ai vu quelque part, là c'est d'ailleurs aussi à Kinshasa, j'ai vu dans un coin où une maman prend les Thompson. Hein? On prend ça, on coupe ça en plusieurs morceaux. La maman dit, moi Nananga, on a juste besoin de mettre ça dans le pondou pour sentir l'odeur. Ça m'avait fait très mal. Dans une de mes actions, je suis en train de distribuer, c'était au début de la pandémie, quand le chef de l'État avait lancé le message à la solidarité. Je suis en train de faire des dons. Une de mes plus grandes activités d'ailleurs, j'avais dans le temps distribué plus de 1000 sacs de foufou au moment. J'aperçois une maman qui avait un plateau. Dans son plateau, il y avait 3 avocats. La maman dit, je partais vendre pour venir manger le soir. Mais si vous faites les calculs, c'est à peine 1000 francs ou 1500 francs. Qu'est-ce qu'elle peut manger avec 1000 francs ou 1500 francs? Alors, pour dire ça en un mot, la population souffre. Et cela doit interpeller les politiques. Mais qu'est-ce qui fait que les changements sur le plan social qui devaient être positifs jusqu'à ce moment tardent? Mais c'est ce que je dis, tout dépend des politiques. Nous sommes dans un pays où l'économie, le social, tout est lié à la politique. Parce que si la politique est malade, le pays est malade. La volonté n'y est pas, je n'aimerais pas dire ça, je ne vais pas aller dans cet angle-là. La volonté y est, mais il faut des bonnes personnes pour accompagner cette volonté-là. Pas des personnes qui pensent que nous devons nous enrichir seuls. Vous trouverez quelqu'un qui vole l'argent de l'État, qui a 20 maisons, 30 maisons. Je me demande comment il va faire. Dormir ici ou la jambe ici, la tête là-bas, les doigts là-bas, c'est compliqué pendant qu'il y a des multitudes de personnes qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas à manger. Donc c'est ça. Donc il faut avoir des bonnes personnes qui peuvent accompagner cette volonté-là. Alors vous êtes en vacances parlementaires qui touchent d'ailleurs sa fin. Vous avez été sur le terrain certainement. Quel a été votre constat? Non, déjà moi je n'ai jamais été en vacances parlementaires comme des coutumes. Moi je vis mes vacances parlementaires chaque jour, chaque moment. Je suis toujours sur terrain. Donc qu'on soit en session, moi je suis sur terrain. Qu'on soit en vacances parlementaires, je suis sur terrain. C'est-à-dire, j'ai vu cela tout le temps, j'ai vu trop proche de ma population. Les constats restent le même. Comme je le dis, nous essayons de répondre à quelques besoins tant soit peu, mais la population continue à souffrir. Seules ou les personnes qui essayent de bien faire ne pourront pas résoudre tout ça seules. Nous demandons que
que nous ayons des bons acteurs politiques, les gens qui ont encore les cœurs, qui répondent encore. Vous avez un cœur, vous? Je pense qu'il faudrait poser la question à la population pour savoir si j'ai un cœur. Vous sentez que vous avez un cœur? J'ai un cœur, bien sûr. J'ai un cœur, c'est pourquoi souvent je pleure quand je vais vers cette population. Vous savez, moi je viens d'une famille très pauvre. Hein? Moi je viens d'une famille très pauvre. Ma mère a vendu le pain. Le pain là, moi je l'accompagne. Et je crois à partir de 5e, 4e, 5e, 6e primaire, j'ai payé mes études comme ça. C'est des choses que je ne peux pas oublier. Donc je viens de cette famille très pauvre. Quand je suis face aux pauvres, madame, je pleure. Parce qu'aujourd'hui, moi je peux avoir un pain, ma mère peut avoir un pain. Mais quand je vois une autre maman en face, je la prends tout de suite pour ma mère. Je prends un papa pour mon père. Alors je ne peux pas supporter voir ces mamans, ces papas dans ces conditions-là pendant que vous pouvez avoir un pain facile. Pas du tout. Vous comptez mener des plaidoyers lors de la prochaine session par rapport à toutes ces difficultés? Nous les faisons déjà. Nous avons commencé à les faire depuis très longtemps. S'il était permis quand nous étions dans le privé de mettre à la place publique tout ce que nous avons pu réaliser, peut-être les gens comprendraient quel genre de personne je suis. Mais parce que cela n'était pas possible, c'était lié aussi à ce qu'on faisait comme travail. Il ne fallait pas, comme la Bible le dit, quand la main gauche donne, la main droite ne doit pas le savoir. On était totalement effacés. Mais c'est un plaidoyer que nous faisons chaque jour. Je profite de votre caméra pour encore faire le même plaidoyer chez son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il a une grande charge, mais il doit savoir à ce jour que son peuple souffre. À ce jour, le peuple d'abord, c'est encore un slogan. Nous devons matérialiser cela. C'est une vision du chef de l'État, le peuple d'abord. Il revient à nous, acteurs politiques, de rendre cela matériel dans ce que nous faisons. Vous savez, il y a toujours un lanceur d'un slogan ou un lanceur d'une vision. Quand il lance, c'est comme un bon manadière. Tu attends voir qui va saisir ta vision et qui va mettre en pratique ta vision. Donc le peuple souffre, Excellence Monsieur le Président de la République, nous avons besoin qu'il s'implique encore davantage. Nous avons besoin de les sentir encore davantage. Le peuple, ce n'est pas seulement la Gombe, parce que c'est parmi les erreurs que des hommes politiques responsables font. Ils vont essayer de faire la ronde à la Gombe, prendre des vidéos, dire que non, tout va bien, non, tout ne va pas bien. Allez-y dans les coins les plus reculés, allez-y à la Tchangou voir comment ça se passe. Quand vous essayez de dire les gens autour de lui ne font pas leur travail comme il s'y devait. Bon, pas seulement autour de lui. Pas seulement autour de lui. Tout le politique. Je ne pense pas que ceux qui doivent conseiller les chefs de l'État, c'est seulement les gens autour de lui. Non. Tous les hommes politiques, nous avons la possibilité de conseiller les chefs de l'État. Je peux les conseiller par une note, je peux envoyer la note. Bon, il faut aussi voir si réellement cette note va arriver. Je peux les conseiller via le média, je peux les conseiller dans ce que je pose comme action sur terrain. Donc moi je vais dire que c'est la responsabilité de tous les hommes politiques. Nous devons nous impliquer pour rendre matériel la vision du chef de l'État, le peuple d'abord. Bientôt la mise en place d'un nouveau gouvernement. Quelles sont vos attentes du point de vue critères de sélection avoir des bons animateurs, avoir des personnes responsables, avoir des personnes qui ne viendront pas tout de suite pour s'acheter une maison, qui ne viendront pas tout de suite pour s'acheter une voiture, qui ne viendront pas tout de suite pour faire leur premier voyage de la vie, non, mais qui viendront pour travailler pour cette population. Le Premier ministre a dit que ça sera un gouvernement des warriors. C'est un slogan que j'ai entendu parler. C'est des travailleurs. Hein, c'est des travailleurs. Aujourd'hui, à Terre Jaune, on m'appelle warrior. Bon, la première fois que j'ai entendu ça, j'étais étonné parce que je ne savais pas. Quand j'ai posé la question, on m'a dit non, c'est les travailleurs. C'est ce que le Premier ministre a dit. Donc, pour moi, si nous avons ces personnes, je serai content. Mais nous allons les bousculer. Je pense qu'on va mettre notre expérience aussi en jeu parce que on a quand même longtemps lâché la chose. Il y aura les amis qui vont certainement entrer.
nous allons mettre notre expérience en jeu. J'ai eu à conseiller beaucoup de ministres parce que nous avons un cabinet de raisonnement, nous raisonnons parfois à la place de certains ministres. Je pense qu'on va maintenant s'impliquer à fond pour que nous ayons un bon résultat avec ces gouvernements. Si on devrait apprendre de nos erreurs, en termes de, par exemple, le gouvernement qui est passé, comment jugez-vous ce gouvernement et qu'est-ce que vous voulez qu'il ne soit pas fait, ce qui a été fait avant par rapport au prochain gouvernement? Non, je ne voudrais pas apporter mon jugement maintenant. Tout ce que je veux, c'est qu'on mette la politique de côté, qu'on travaille pour la population. Moi, ça m'intéresse. S'il va falloir qu'on prenne des technocrates, qu'on oublie des politiques, je suis d'accord. Mais si les politiques sont capables de faire quelque chose, je suis d'accord, je leur apporte mon soutien. Mais on n'acceptera pas les gens qui iront cette fois-ci encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour se faire riche là. Ça, on ne va pas accepter. Parce que plus toi tu te fais riche, tu ne regardes pas la population. Chaque portefeuille de l'État résout un problème de la population. Je prends l'exemple, les affaires sociales. Je prends l'exemple, les ministères en charge des actions humanitaires. Donc, vous comprendrez que tout ce que nous menons comme action, ça a une réponse au gouvernement. Mais ces acteurs du gouvernement ne font absolument rien. On n'a pas besoin de voir encore les mêmes choses se répéter. Mais quelle peut être leur priorité? Les sociales de la population. Ça, c'est la priorité des priorités même. C'est la priorité des priorités. Au-delà du social, il y a la situation sécuritaire, par exemple. Oui, si, vous savez, je suis désolé quand même de le dire, là je salue tous les frères et sœurs de Beni, Butembo, de l'Est du pays, qui sont en train de vivre le cauchemar chaque jour. Je pense que le gouvernement devrait aussi se pencher à cette question-là. C'est une question très très préoccupante pour nous les élus. Et je vois comment mes collègues du coin sont préoccupés jour et nuit. Nous demandons au chef de l'État, comme il l'a toujours dit dans plusieurs de ses sorties, surtout quand il est à Goma, nous demandons qu'il s'implique encore à fond. Il doit s'impliquer encore à fond. Nous devons mettre de côté des petites distractions. C'est pourquoi tout ça se résume dans des petites guerres politiciennes. On perd le temps dans ça, mais nous oublions qu'il y a les gens qui sont en train de mourir. Je pense qu'avec un cœur, si nous avons vraiment le cœur, on ne peut pas supporter ça. Donc ça, ce sont des questions prioritaires que ces gouvernements devraient se pencher sérieusement, questions sécuritaires, sociales, et les choses pourront bouger. L'Union sacrée, une vision prônée par le chef de l'État. On a constaté plusieurs allusions des politiques veillées du FCC. Comment analysez-vous cela? Union sacrée. J'avais décidé de garder vraiment un silence par rapport à cette question-là. Parce que nous sommes encore des bébés en politique. Nous venons d'entrer. Il y a des noms que nous avons appris depuis très longtemps. Quand on grandissait, on prenait ces noms-là comme étant des modèles. Je vous donne un exemple, madame. Il y a un ministre en fonction qui fait une déclaration qui dit « Si seulement on dépose une pétition contre le Premier ministre, moi je serai le premier à démissionner. » J'ai cherché partout pour voir cette démission, je n'ai pas vu. Et la conclusion, c'est quoi? Nous avons des hommes politiques qui ne tiennent pas à leurs paroles. Ça fait mal. Pour un enfant qui est en train de faire son premier pas, ça blesse dans son amour propre. J'ai vu les gens aujourd'hui crier Kabila le démon, mais les gens qui ont participé à la table avec lui, les gens qui ont eu des responsabilités. Madame, quand je vois ces choses-là, ça fait très mal. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, quand il a lancé sa vision de l'Union sacrée, le chef a dit, je répète, l'Union sacrée, ce n'est pas un parti politique.
J'aimerais que les gens saisissent ma vision, accompagnent ma vision, mais qu'ils restent dans leur parti. C'est ce que le chef de l'État avait dit. Le chef de l'État a dit une autre chose que j'aime toujours dire si souvent. Il avait dit le salut du peuple, c'est la loi suprême. Je pense que c'est ce que moi j'ai retenu de l'Union sacrée. Alors, à partir du moment où nous pouvons travailler pour les saluts du peuple, en étant où nous avons été élus, je ne vois aucun problème. Mais quand c'est les mêmes personnes qui ont tué ce pays, les mêmes personnes, les mêmes corrompus, j'aime les appeler comme ça, les mêmes corrompus d'hier, qui changent de casaque pour devenir aujourd'hui Union sacrée, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a des bonnes personnes à l'Union sacrée. Il y a une nouvelle classe à l'Union sacrée. Avec ces gens-là, on peut bien faire. Donc, moi, je demande tout simplement la vigilance, que ces gens-là ne soient pas partis tout simplement pour avoir des postes. D'autres sont en train de pleurer. Aujourd'hui, nous voyons des correspondances ça et là. Non, on n'a pas besoin de ça. Mais on n'a pas besoin de ça. Vous adhérez à l'Union sacrée, à la vision, tout en étant au FCC? Bien sûr que si, madame. Je partage, mais qui peut ne pas partager la vision du chef de l'État? C'est lui le numéro 1. C'est lui l'autorité suprême. Quand il porte une vision, nous les autres, nous devons accompagner cette vision. Mais tout en restant où vous êtes élu. Ça, c'est très important. On n'a pas besoin de voir ces va-et-vient politiques. Ça ne nous aide pas. Mais si aujourd'hui quelqu'un vient, il dit, il ne soutient pas la vision du chef de l'État, c'est une personne à maudire. Pensez-vous être compris dans votre famille politique, tout en vous soutenez en restant dans les FCC, vous serez compris? Non, madame, moi, je fais des choses au-delà des familles politiques. Moi, je fais des choses au-delà des partis politiques. J'estime à ce jour que c'est les partis politiques qui tuent ce pays. Ça, c'est ça ma façon de voir les choses. C'est les partis politiques qui tuent ce pays. Donc, pour moi, les saluts du peuple restent ma loi suprême. Point barre. Donc, quand je vais dans une démarche, je vois que le peuple se retrouve dans ce que je fais. Pour moi, c'est la loi suprême. Il n'y a aucun parti politique qui peut venir au-dessus du salut du peuple. Je respecte ma famille politique. Je respecte les familles politiques des autres. Vous savez, dans mon entourage, j'ai plusieurs amis qui viennent d'autres partis politiques. Bien que une de mes amies d'ailleurs a été attaquée par son parti politique pour dire « Pourquoi tu marches toujours avec celui-là » Non, l'ami a dit « Mais lui fait mieux que vous. Lui fait mieux que vous. » J'ai dit « Mais nous devons arriver au stade où le parti politique reste en bas et les saluts du peuple est au-dessus. » Donc je pense que pour moi ça c'est très clair. Personne alors, personne, si nous voulons que le pays avance, nous devons soutenir tous la vision du chef de l'État. Personne ne combat la vision du chef de l'État. Alors, la récente sortie médiatique de la SYNCO a suscité plusieurs réactions au sein de la classe politique. Il est revenu sur l'organisation des élections en 2023, qui dit qu'il ne pourra pas, en tout cas, attendre de l'autre règle, qu'il n'y aura pas élection. Vous, comment jugez-vous ces points? Bon, la SYNCO a fait son travail. Ils le font toujours. Ils l'ont fait sous le président Kabila. Ils l'ont fait aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu un problème de communication parce que j'ai lu un communiqué de la personne habilitée au niveau de la présidence, qui est le porte-parole du chef de l'État, qui a communiqué sur la question pour dire que le chef de l'État est dans cette vision-là. Je pense que c'est tout ce que je peux dire parce que c'est lui la personne habilitée. Les autres, je veux me permettre de les considérer comme des rumeurs. Certes, il y a eu quelqu'un de la boîte encore qui avait essayé d'attaquer à chaud. Je pense que ce n'est pas correct. Cette précipitation n'est pas correcte. Quand vous êtes dans une boîte, il y a une personne habilitée à parler au nom du chef de l'État. Les autres devraient se taire. Donc, moi, je prends ça comme ça.
je considère la position de la SENCO, que la position était correcte. C'est en quelque sorte l'alerte qu'ils ont lancée, parce qu'ils évaluent aussi, ils observent aussi la situation politique, ils voient comment les choses sont en train d'évoluer, ils se disent, est-ce qu'il y aura réellement, est-ce que les politiques ont vraiment cette volonté-là d'organiser les élections en 2023? Ils observent, ce sont des lanceurs d'alerte. Vous y croyez déjà? Mais moi, oui, j'y crois parce que le chef de l'État s'est battu pour le respect de cette constitution quand il était encore opposant. Je crois, bien sûr, il avait donné sa parole d'honneur. Moi, je crois. On est encore en 2023. Et des réformes que nous devons opérer. En tout cas, je crois qu'il y aura élection en 2023. Temps. Moi, je crois qu'il y aura élection en 2023. Pourquoi? Parce que le chef de l'État avait donné sa parole d'honneur. Alors, aussi longtemps qu'il n'est pas encore revenu sur cette parole d'honneur, moi j'ai l'obligation de croire qu'il y aura élection en 2023. Au travers son porte-parole, la personne habilitée à parler au nom du chef de l'État, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a confirmé encore cette position-là. Je ne veux pas aller dans des spéculations. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre magazine dénommé Excellence. Vous avez la caméra devant vous pour passer un message, comme il est de coutume, en une de langue nationale. Merci madame. Une des langues nationales, je vais prendre laquelle? Donc je vais dire Betwabu, Mbote, Jamboyenu. Donc napesi bino nyonso Mbote, spécialement na ba maman, parce que oeza mwana bango. Ba mama o babota biso tozo tosa bino toko honore bino toko tambola elongo na bino. Ba mama nyonso o baza violé partout na république Nathalie pe surtout na est ya république tozo compatir na bino biso bana na bino. Je pense que tozo bunda elongo na ba élu na bino ya point tozo appuyer pe mokonzi mboka de façon que makambo nyonso wana ya sécurité na coin na bino esila topesi bino mbote mingi totondi bino botondi. C'était un réel plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Merci beaucoup madame. Excellence Magazine de ce jour est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.